Je vais juste, pour vous lancer, vous citer en fait. Saisir, désir de ne pas laisser l'effacement emporter avec lui les raisons de vivre. Mais souvent, comme tout le monde, enfin non pas comme tout le monde, mais comme ça devrait être le cas de tous ceux qui écrivent, je pense, je me demande ce que je suis bien en train de faire, dans le fond. Alors, il y avait il y a eu toutes ces enquêtes, pourquoi écrivez-vous, tout ça, et ça rythme d'ailleurs l'histoire intellectuelle du XXe siècle, en France, en tout cas. Et à chaque fois, c'est extrêmement compliqué de donner une réponse juste, mais l'inquiétude revient en permanence. Et en fait, je me rends compte que c'est, à travers ce mot « saisir », c'est quand même, ça approche d'un commencement de définition de ce que j'essayerais de faire, de ce qui essayerait de se faire en moi quand j'écris. C'est-à-dire de quelque chose qui a à voir avec retenir, au sens presque sentimental, empêcher que ça s'en aille, puisque on ne fait que passer un relativement bref moment dans le temps. Hein. Le temps existe, nous on rentre dedans, puis on ressort, terminé. Et ça dure, mais alors évidemment, ça dépend de l'échelle à laquelle on regarde ça. C'est à la fois très long et extraordinairement passager, furtif, bref. Et il y a toujours le geste, mais en soi, le geste à ce moment-là n'est pas distinct de ce qu'on fait quand on prend une photo avec un portable. C'est aussi retenir. Mais ce qui viendrait renforcer ça serait quelque chose qui serait une insistance. On insiste sur quelque chose de précis quand même. On n'essaye pas de saisir la totalité de l'existence, mais un certain nombre de choses qu'on pourrait définir comme des points d'intensité. Et pourquoi des points d'intensité? Ce non pas des intensités établies. Une intensité n'est jamais établie. Une intensité, c'est une levée de sens comme ça à un moment, comme une espèce d'éclosion. Et puis hop, cette éclosion, ce surgissement produit un appel. Et à cet appel, il faut répondre. Et selon moi, d'ailleurs, le langage lui-même, donc, les langues telles qu'elles existent dans le monde, moi, je pense que c'est de l'ordre du répond. C'est la réponse que les hommes ont trouvée à tous ces appels silencieux qu'il y a, à tous ces points d'intensité qu'il y a dans le monde. Un animal qui passe, un nuage, le volcan, la violence de l'existence. Trouver des noms, arriver à nommer ces choses-là, c'était un accalmie d'une certaine manière, je pense. Et puis un répond au sens presque musical. On répondait au sens. Le sens, il est dehors, il n'est pas dans les mots. Les mots répondent au sens qu'il y a et le renvoient comme un écho. Le langage est un écho. Et après, parfaire cet écho, faire que cet écho soit le plus juste possible. C'est comme en termes d'acoustique presque, d'avoir de moins de sons parasites par rapport à quelque chose, non pas qu'on a identifié, mais dont on pense qu'elle peut être identifiée. Et à ce moment-là, l'écriture devient l'outil qui permet cette identification et cette définition maximale. Donc le mot qui irait avec saisir, ce serait un mot qu'emploie d'ailleurs beaucoup Balzac, et qui est un mot de l'époque de Balzac, la caractérisation, caractériser. Caractériser, ça veut dire arriver à saisir ce qui fait la singularité d'un moment, la singularité d'une image, la singularité d'un lieu, etc. Et pour moi, ce qui a été le plus formateur là, je pense, c'est le travail fait sur les tableaux. Parce que les tableaux, ils ont cette particularité d'être faits une fois pour toutes. L'image produite par un peintre, elle est là une fois pour toutes. Donc elle n'évolue plus.
Et donc le travail qu'on peut faire par rapport à elle, d'une certaine manière, et même s'il est très difficile, et s'il est plein de pièges, il a quand même une sorte de stabilité, quoi. Voilà, alors que si on essaye de saisir quelque chose qui ne fait que passer, qui est la vie, ou une relation, ou un moment historique, par exemple, saisir, hein, voilà. C'est plus facile, disons, pour un écrivain, à ce moment-là, d'utiliser le filtre de l'image pour un tableau, je ne sais pas, tel qu'il existe, que de dire, voilà, maintenant, je vais attraper l'essence d'un événement. Ça, c'est difficile. Mais en même temps, il n'y a pas de limite à l'exercice et on peut essayer de caractériser, en effet, tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut. Alors, quel est l'intérêt de le faire? Là, c'est comme lecteur à ce moment-là. Il se trouve que en tant que lecteur, quand j'ai la sensation qu'un écrivain y est arrivé, à attraper le moment, et que le moment de lecture qu'il me donne devient pour moi une expérience dans laquelle je reconnais la qualité d'un écho, et par-delà l'écho, je peux remonter justement à la source, tout bêtement, hein. Je reste dans le caractère simple de ma métaphore, là. Et à ce moment-là, l'identification que j'ai et de la source et du geste qui me remonte vers elle, forcément, elle produit un agrandissement de ma conscience, et donc de la conscience que j'ai d'être celui-là qui vit ce moment-là dans lequel je lis ce texte-là. Voilà, donc ce sont des opérations extrêmement concrètes, extrêmement difficiles, extrêmement délicates, mais pour moi, je n'arrive pas à imaginer même de vivre sans essayer de faire ça. Mais difficile. On peut peut-être évoquer la figure du peintre, justement, puisque vous avez parlé de peinture, du peintre Thomas Jones, Oui. qui fait partie justement de votre dernier livre qui s'appelle Saisir. Ce peintre qui s'appelle Thomas Jones, il n'est pas très connu. Il commence à l'être un tout petit peu. J'étais tombé sur lui parce que je travaillais d'assez près dans ces domaines-là. Et il se trouve que son histoire, telle qu'il la raconte dans ses mémoires, m'a énormément séduit, attrapé, enfin. Et justement parce que c'est pas l'histoire c'est pas un génie, c'est pas comme, je sais pas, le petit le petit enfant qu'on voit dessiner dans les prés, et puis quelqu'un passe, dit oh là là, mais il est bon. Voilà. Non, c'est rien comme ça. Il était même un peu maladroit, un peu. Et en tout cas, de fil en aiguille, il se retrouve un jour, ce peintre, donc anglais, gallois. Il se retrouve, comme la plupart des peintres de son époque, à faire le voyage d'Italie, à Rome. Il est à Rome, et puis à Rome, il le décrit très bien dans ses mémoires. Il ne se plaît pas beaucoup, il se retrouve confronté à toute une cohorte d'autres peintres qui tous se battent entre eux, jouent des coudes pour arriver à placer un tableau chez tel voyageur, etc. Un truc assez minable. Et puis, en même temps, la peinture de ce temps qui peut être très intéressante, en même temps, c'est quand même une peinture qui produit des images qui plaisent, faites pour plaire à ce milieu d'amateurs d'art qui ont les moyens d'acheter des tableaux et de parcourir le monde. Et tout ça l'énerve. Et un beau jour, en tout cas, alors qu'il est à Naples, où il continue d'avoir du mal à vendre sa peinture, tout bonnement. Alors, il n'en parle pas. Mais il se trouve qu'il a réalisé, sur sa terrasse, une quinzaine, pas plus, d'huile sur papier. Donc, ça veut dire que c'est une peinture provisoire, d'une certaine manière. Il ne se dit pas qu'il va là
renouveler totalement l'art de peindre, qu'il domine très bien, c'est un bon peintre. Hein. Mais ces huiles sur papier qu'il fait à ce moment-là sont stupéfiantes parce qu'au lieu de peindre, de mettre le Vésuve bien en vue, au lieu de prendre du recul par rapport au paysage, de négocier les choses avec un peu d'imaginaire, ou de placer une jolie paysanne qui avance sur la route, enfin tout ce que tous les peintres comme lui savaient très bien faire, brusquement il se met à peindre ce qu'il voit. Et comme il est sur sa terrasse, dans un quartier relativement excentré de Naples, ce qu'il voit, c'est le mur d'en face. Et tranquillement, il le peint. Et il fait quelques, on ne peut pas dire tableaux, il fait quelques huiles sur papier comme ça, avec, bon, pour l'essentiel, on voit les toits de Naples, un peu un horizon vaguement lointain, des fois, voilà, mais 3 fois rien. Et justement, c'est ce 3 fois rien qui est capital. C'est-à-dire que brusquement, tout ce que la peinture allait faire plus tard, là on est en 1782, tout ce que la peinture allait faire plus tard, disons avec Corot, surtout Manet, enfin des gens comme ça, il le fait tout seul et dans son coin sans rien proclamer et même probablement sans être conscient qu'il est en train d'inventer quelque chose. Et ces petites huiles sur papier ont un caractère d'inauguration magique, comme ça, d'un regard sur l'art qui s'est débarrassé du sublime, de l'allégorie, de tout ça a été balayé, et il n'y a plus que la réalité, mais pas la réalité des réalistes, qui est déjà un discours tenu sur la réalité. Il y a une espèce d'évidence, comme ça, de ces tableaux. Et à ce moment-là, là, je pense que oui, c'est pour ça, pour moi, dans le livre, ça figure comme le geste même de la saisie. Ça serait ça. Et d'ailleurs, j'ai appris plus tard, pourtant j'ai travaillé, mais je l'ai loupé, j'ai appris plus tard qu'il y avait que ce tableau avait été reproduit en couverture d'un livre sur les origines de la photographie. Non pas que ce tableau aurait préparé le photographique, mais qu'il y avait dans une certaine manière de peindre, il pouvait y avoir déjà quelque chose qui avait à voir avec le geste photographique. Et c'est le directeur d'un livre écrit par un directeur de la photo au MoMA, d'ailleurs, qui a écrit ça. Et c'est exactement cela que j'ai vu ou que j'ai identifié. Donc ça devenait pour moi très important de parler de ce peintre, d'essayer de comprendre par quel chemin il avait été amené à ça. Et ce que je trouve très beau, c'est que notamment il y est arrivé un peu par dépit amoureux, quoi. Et hop, il fait ça et c'est extraordinaire. Et last but not least, pour ça compte aussi dans le regard qu'on a aujourd'hui sur ces petites œuvres, ces petites huiles sur papier qui sont grandes comme ça. Hein. C'est que ses héritiers n'ont pas trop su quoi faire de ça et ils l'ont mis dans une malle. Et la malle, elle a été fermée vers 1800 et elle a été rouverte en 1953. Donc il y a un phénomène qui, moi, m'intéresse toujours beaucoup, qui est celui de la dormance. Pendant 150 ans, des images, tranquillement, dans une malle, traversent le temps et on les rouvre. Et je pense que ça fait aussi partie de leur force de surgissement. Mais ce qui est très étrange avec ce peintre, Thomas Jones, c'est que tout se passe dans une sorte de calme ou de mélancolie calme. Même la redécouverte, il n'y a pas eu tout le milieu des historiens d'art qui s'est mis à jouer du clairon en disant on a trouvé un génie. Absolument pas. C'est revenu très lentement. Ça commence à exister. Et de toute façon, ça ne deviendra pas comme est devenu Vermeer, etc. Mais justement, le caractère même, disons, modeste, il y a quelque chose à voir avec justement l'idée deleuzienne de littérature mineure. Là, ce serait quelque chose de formidable parce que mineur aussi. Parce que le contraire de l'acte de saisie tel que je l'imagine, c'est, disons, c'est ce qui se voit en train de saisir, ce qui déjà s'auto-contemple dans le geste de l'appréciation. Oui, parce que c'est presque à un moment, en plus, si je ne me trompe pas, où Thomas Jones, il en a un peu marre, quoi. Oui, il oui. est un peu... bon.
il est au bord du départ, pratiquement, ça n'a rien donné, tout ça. Et on sent que... Et en plus, il se fait plaisir. Ouais. Il fait ce qu'il a... D'un seul coup, il fait ce qu'il a envie de faire. Et bon, ça ajoute... L'histoire est quand même magnifique. Il peut y avoir un côté... un conte de fées moderne, de cette manière, puisqu'en plus, après, il arrête de peindre. En plus, ouais. Je pense juste, on peut peut-être juste évoquer cette fois-ci une autre saisie, mais qui est celle plutôt de la photo, et celle de Robert Frank, photographiant Ben James, le mineur Ben James. Bah, oui, évidemment, derrière le mot de saisie, il y a l'ombre du photographique, malgré tout. Et il se trouve que la photo, elle est devenue un art très présent pour moi, depuis une vingtaine d'années, pas plus. Enfin, ça fait... Et j'essaye de réfléchir. Et elle me sidère de toute façon par l'existence même d'une photo. Souvent, alors on embraye ça sur tel photographe, ce qu'il a fait, la qualité, etc. Mais ontologiquement, l'être même de la photo, l'existence d'une photo comme ça, mais quel que soit son support, y compris les photos numériques, il y a quelque chose pour moi de sidérant. J'en reviens pas que ça puisse exister, qu'il y ait cette forme de déposition, que la lumière, comme ça, le travail de la lumière finisse par habiter sous la forme d'un dépôt, quelque part, qui est fixé en plus, et puis qui va durer, donc au plus, et qui vient renforcer la caractéristique qui était déjà celle de toutes les images, mais d'échapper au temps, d'une certaine manière. Puis il y a le flux du temps, tout bouge, hop, on arrête quelque chose. Donc le côté arrêt sur image de l'image photographique, il y a quelque chose d'absolument fascinant pour moi. Voilà. Et donc, après, il y a des tas de manières d'exercer cet art. Et comme il se trouve que grâce à Thomas Jones et à quelques autres choses, mais disons grâce à Thomas Jones, ça m'a mis sur une piste galloise dans ce mouvement que j'ai eu vers cet ouest incroyable qu'est le Pays de Galles. Je suis retombé sur les photos que je connaissais, mais ça m'est revenu à l'esprit, qui sont les quelques photos que Robert Frank, sans doute un des plus grands photographes du XXe siècle, et quelques photos que Robert Frank a fait au Pays de Galles, et qui sont très particulières dans son œuvre, puisque c'est la seule fois où il a fait vraiment un travail de quasi-reportage en prenant comme sujet un homme. Et l'homme s'appelle Ben James, c'est un mineur, à l'époque où le Pays de Galles était un site extrêmement important de charbonnage, avec 250 000 mineurs à l'époque. Les photos aujourd'hui, il y a 0 mineurs, avec tout ce que... Bon, c'est pas le sujet, mais c'est aussi compliqué, ça, de comprendre ces évolutions, ces effondrements d'un monde imaginaire qui allait de pair avec un certain type de travail, etc., etc. Et en tout cas, en plein dans la période où on pensait encore que cette forme de relation très violente, hein, à la nature, c'est la nature, la veine de charbon, et on pensait que ça allait durer. Et en tout cas, on est là-dedans. Et il y a une période où la violence de ce travail est pleine et entière, d'une certaine façon. Eh ben, il y a cette rencontre entre un homme photographe et un homme mineur. Et on voit que Robert Frank, il s'attache sans sentimentalité à la force qui est exprimée par cette existence. La force de cette existence, ce petit homme couvert de charbon le soir, comme ça. Et il y a plein de photos qui sont... Enfin, plein, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont toutes étonnantes. Et il y en a une qui est peut-être encore plus étonnante que toutes les autres. Je pense que c'est après le travail. Il est à la maison, Ben James. Et à l'époque, ni en France ni en Angleterre, les syndicats n'avaient réussi à imposer les douches. Donc les mineurs rentraient à la maison noirs, couverts de suie, de poussière de charbon.
Il se lavait à la maison, en plus, il n'avait pas de douche, il se lavait dans un tub, enfin. Il y a des tas. Et avant ça, avant la toilette, peu de temps après, les douches ont été rendues obligatoires par le travail des syndicats. Et avant la toilette, donc, il est à la maison et il boit du thé. Et la photo, elle est extraordinaire parce que la tasse de thé, elle est blanche, mais immaculée. Et elle est tenue par ses mains. On voit que du noir, on devine le visage comme ça de profil. Et donc il y a une réduction au plus violent de ce que peut être le noir et blanc, sans traitement expressionniste rajouté. Parce que ça a été fait par beaucoup de photographes qui en remettent une couche, si on peut dire, qui charbonnent, justement. Et là, il n'y a pas besoin de charbonner, justement. Mais le blanc intégral de la tasse de thé, qui du coup, c'est une tasse de thé tout à fait ordinaire, mais elle devient comme un objet comme ça, d'un luxe incroyable, alors qu'en fait, c'est de la terre cuite. Faut pas rêver. Donc, c'est de la terre cuite qui contient de l'herbe qui infuse, hein, et qui est tenue par un type couvert de poussière de terre. Et on sent sur la photo une telle avidité du boire, se désaltérer. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette image, et c'est ça la force de la photo, et là, personne ne peut le faire, aucun texte peut le faire, peut-être un peintre y arriverait, mais on se sent comme ça, où un peintre aurait pu y arriver. Goya, c'est attrapé là. Et alors c'est rien, ça dure quoi? Le temps de boire une gorgée. Mais cette gorgée devient comme ça, justement, par rapport à cette intimité perdue. Là, il y en a une, bizarrement. Il y a une intimité de la bouche à ce qu'elle boit, du liquide à la tasse, de la tasse au charbon, enfin. Et tout ça, c'est fait un récit complet qui est tenu dans rien. Et voilà. Mais bon, et en même temps, c'est rien, parce qu'il suffit de tchuc. Mais justement, c'est pas être là au bon moment, c'est toute une... En fait, c'est une faculté d'attention, quoi, qui fait que Robert Frank est un extraordinaire poète, et puis c'est tout. Voilà. D'ailleurs, avant de partir au Pays de Galles, j'étais sur la route des États-Unis où il a fini par s'installer. Il a fait à Paris des photos au début des années 50 qui sont extraordinaires. Moi, j'étais petit, mais c'est le Paris que j'ai connu. Je le reconnais mieux là que chez Doisneau, chez des très bons photographes de l'époque. Là, il y a quelques photos extraordinaires. Voilà. De Robert Frank.